Je m'appelle Jack Hunter et j'ai 52 ans. Je suis garde forestier dans le parc national de Denali, en Alaska, depuis plus de 10 ans. Ma famille vit dans la ville de Ely, qui se trouve à environ une demi-heure de route de ma station. Ma femme Sarah y vit avec nos plus jeunes enfants, les jumeaux Mike et Emma, âgés de 13 ans. Les enfants plus âgés sont maintenant séparés. John travaille comme pilote à Anchorage et Mary enseigne la biologie à Seattle. Sarah enseigne dans une école locale et m'a toujours soutenu dans mes décisions, même lorsque j'ai décidé de changer mon emploi de maître nageur pour celui de garde-chasse. Avant cela, j'ai travaillé pendant 15 ans pour le service de recherche et de sauvetage du parc de Yellowstone. J'ai aidé des randonneurs égarés, secouru des personnes dans les montagnes et participé à des opérations complexes. Mais au cours de l'été 2002, un terrible incendie de forêt s'est déclaré. Nous avons secouru une famille de 5 personnes piégées dans leur maison d'été. Le feu venait de tous les côtés. La visibilité était presque nulle à cause de la fumée. Sans un garde-chasse local qui connaissait tous les chemins et toutes les déviations de la région, nous n'aurions pas pu nous en sortir. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne voulais pas seulement sauver des gens, mais aussi prévenir de telles situations. Protéger la forêt et ceux qui s'y trouvent. On me demande souvent si je m'ennuie dans la taïga. Je réponds toujours la même chose. On ne s'ennuie jamais, ici. Chaque jour, il se passe quelque chose, chaque jour est une nouvelle histoire. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter quelques-unes de ces histoires. Elles sont très différentes les unes des autres. Certaines peuvent même sembler incroyables, mais chacune d'entre elles fait partie de ma vie ici, dans la rude taïga de l'Alaska. La première histoire que je veux raconter s'est déroulée au cours de l'été 2002. Il faisait exceptionnellement chaud à l'époque et tout le parc de Yellowstone était comme une poudrière. Herbes sèches, terre craquelée, air chaud. Nous savions tous qu'il suffisait d'une étincelle. Et c'est ce qui s'est passé. La foudre a frappé un arbre sec et le feu a commencé à se propager à une vitesse incroyable. Le premier rapport est arrivé vers 15 heures. Un jeune garde forestier a remarqué de la fumée dans la région de Bear Creek, où se trouvaient plusieurs cabanes d'été. J'étais alors responsable de l'équipe de secours, et nous sommes partis immédiatement. Alors que nous volions en hélicoptère, je pouvais voir le feu orange grandir rapidement. Le vent poussait le feu droit vers un quartier résidentiel. Nous avons été accueillis au sol par le garde-chasse local, Mike Thompson, un gros homme barbu au visage buriné. « Il y a la famille Anderson, dit-il aussitôt, le mari, la femme et les 3 enfants. La route a déjà été coupée par le feu. Il n'y a pas le temps de réfléchir. Le feu couvrait de plus en plus la forêt et la fumée obscurcissait les yeux. Mike suggéra de passer par l'ancien lit du ruisseau, un chemin plus long mais une chance d'éviter le foyer principal. « Je connais ces endroits comme ma poche, dit-il, et il y avait une telle confiance dans son regard que je décidai de lui faire confiance. Nous avons marché, évitant la chaleur et la fumée. Mike avançait avec assurance, n'hésitant pas à choisir une direction où je ne voyais qu'un mur de feu. 20 minutes plus tard, nous sommes arrivés à la cabane. La famille avait été paniquée, la plus jeune fille pleurait, mais ils étaient vivants. Je me souviens du chemin du retour, comme dans un brouillard. La fumée me dévorait les yeux, la chaleur était insupportable. Mike nous a conduits à travers des ravins, des fourrés, le long de sentiers à peine visibles. À un moment donné, un pin en feu bloque le chemin. « Il y a une déviation ici », a crié Mike dans le vacarme des flammes, et en effet, après 50 mètres, nous avons trouvé un passage sûr. Lorsque nous avons finalement atteint le point de fuite, j'étais couvert de suie et trempé de sueur, mais quelque chose en moi avait changé. En regardant Mike dire au revoir à la famille Anderson, tandis que le père de famille lui serrait la main en pleurant, je me suis dit que c'était ça, la vraie vocation. Il ne s'agit pas seulement de sauver des gens, mais de connaître sa région comme une partie de soi-même, de prendre la seule bonne décision dans un moment critique. Une semaine plus tard, j'ai demandé à être muté au service des gardes-chasse. Sarah m'a soutenu, même si cela signifiait déménager en Alaska. « Tu as toujours voulu faire quelque chose de plus grand », m'a-t-elle dit à l'époque, et elle avait raison. Mon premier jour à Denali a commencé en octobre 2002. La neige était déjà présente, les jours raccourcissaient et les nuits étaient plus froides. Le garde-chasse en chef, Frank O'Neill, m'a remis une carte de la région et m'a dit « Votre territoire est le secteur nord-ouest. Votre territoire est le quadrant nord-ouest. 70 miles carrés de taïga, 3 chaînes de montagnes et la vallée qui les sépare. Tu peux t'en occuper ?» J'ai alors hoché la tête d'un air suffisant.
Après 15 ans passés dans les services de secours, je pensais être prêt à tout. Mais la taïga m'a rapidement montré à quel point je me trompais. Ce jour-là, j'ai décidé de faire le tour du site le plus proche pour me familiariser avec le territoire. J'ai pris une radio, une boussole, de la nourriture et de l'eau. Le temps est clair et glacial. La neige crisse sous mes pieds, l'air brûle mes poumons. J'ai suivi les pistes des animaux, en marquant sur la carte les points de repère importants, arbres tombés, pierres remarquables, ruisseaux. 3 heures plus tard, j'ai repéré des traces, de grandes empreintes de pattes dans la neige, des grizzlies. La taille des traces montrait clairement que l'ours était énorme. C'est étrange, me suis-je dit, car d'habitude, à cette époque de l'année, il se prépare déjà à l'hibernation. J'ai décidé de vérifier où menèrent les traces. La piste m'a conduit à une petite clairière. J'y ai vu une ruche d'abeilles sauvages en ruine et des morceaux de nids d'abeilles éparpillés. L'ours se préparait manifestement à l'hiver en prenant du poids. J'ai sorti mon carnet et j'ai pris note de vérifier si toutes les tanières de la région étaient occupées. Soudain, j'ai entendu un craquement de brindilles derrière moi. Je me suis retourné lentement et je me suis figé. À 30 pas de moi se tenait le même grizzly. Énorme, brun, avec des poils gris sur la nuque. Il me regardait droit dans les yeux, en reniflant. J'avais vu des ours à plusieurs reprises à Yellowstone, mais celui-ci était spécial. Son regard n'était pas agressif, mais plutôt curieux. J'ai lentement levé les mains, lui faisant comprendre que je n'étais pas une menace. « Bonjour mon gros », dis-je calmement, « voici ton nouveau voisin. » L'ours est resté là encore quelques secondes, puis il a reniflé et s'est éloigné tranquillement dans le fourré. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai expiré et que j'ai senti mon cœur battre la chamade. De retour au bureau, j'ai raconté la rencontre à Frank. Il a souri. « Ah, voici le vieux Gray. Il vit ici depuis une quinzaine d'années. C'est une bête intelligente qui ne pose aucun problème. Mais gardez vos distances avec lui, il peut être imprévisible. » Cet incident a été ma première leçon. J'ai compris que le métier de garde-chasse ne consiste pas seulement à parcourir la forêt et à faire régner l'ordre. Il s'agit de connaître tous les grands animaux de sa propriété, de comprendre leurs habitudes et de respecter leur territoire. Gray est devenu mon premier voisin dans cette région et, au cours des années suivantes, nous avons eu de nombreuses autres rencontres. Mais ce dont je me souviens le plus, c'est du regard qu'il m'a lancé le premier jour, le regard d'un hôte qui décide de vous accepter ou non. J'ai passé ce test et la taïga a commencé à m'accepter. Mais les vraies épreuves étaient encore à venir. L'hiver 2010 a été particulièrement rude. La température est descendue jusqu'à moins 40 degrés, la neige tombait par murs entiers et le vent était si fort qu'il courbait les cimes des épicéas jusqu'au sol. Par un tel temps, même les chasseurs expérimentés préféraient rester chez eux. C'est pourtant ce jour-là que j'ai reçu un signal d'alarme. Un groupe de 3 randonneurs n'était pas revenu du sentier. 2 hommes et une femme, tous originaires de Californie, avaient décidé de marcher jusqu'au Belvédère malgré les avertissements d'une tempête imminente. Ils ont été vus pour la dernière fois au pied de l'arête nord. J'ai contacté le service de recherche et de sauvetage, mais il était impossible d'envoyer un hélicoptère par ce temps. Il n'y avait pas de temps à perdre. Une personne ne peut survivre que 24 heures dans une telle gelée. Après avoir rassemblé tout ce dont j'avais besoin, je suis parti en motoneige. La visibilité ne dépassait pas 10 mètres. Les GPS ne fonctionnaient pas correctement à cause de l'orage magnétique. 1 heure plus tard, j'ai trouvé leurs premières traces. Ils avaient quitté le sentier principal, ayant apparemment perdu leur orientation dans la tempête de neige. Le sentier menait à une crevasse entre les rochers, ce qui n'est pas bon signe. Des poches de neige s'y forment souvent, véritables pièges pour les voyageurs inexpérimentés. Laissant la motoneige, j'ai marché à pied. Le vent me jetait de la neige piquante au visage et chaque pas était difficile. Puis j'ai entendu un faible cri quelque part sur ma gauche, à peine audible à travers le hurlement de la tempête. J'ai allumé ma torche et j'ai vu le pan rouge d'une veste qui dépassait sous la neige. Ils étaient en effet tombés dans une poche de neige. Les 2 hommes ont essayé de se dégager et de dégager la fille, mais ils se sont encore plus embourbés. Heureusement, ils ont réussi à construire une sorte de grotte de neige, ce qui leur a permis d'éviter l'hypothermie. J'ai agi rapidement, j'ai attaché une corde à un rebord rocheux et je suis descendu jusqu'à eux. La première chose que j'ai faite a été de leur donner du thé chaud dans un thermos et des barres énergétiques. Ensuite, j'ai commencé à les sortir un par un. La fille était la plus difficile. Elle s'était tordu la jambe et ne pouvait pas marcher seule. J'ai dû la porter jusqu'à la motoneige. Le retour a été un véritable calvaire.
La motoneige avait du mal à nous tirer tous les quatre. Le carburant commençait à manquer et la tempête s'intensifiait. J'ai utilisé un vieux truc que Franck m'avait appris, naviguer en fonction de l'inclinaison des arbres. Ici, ils penchent toujours vers le sud-est à cause des vents constants. Lorsque nous avons finalement atteint la gare, je n'avais même pas l'énergie de parler. Les touristes sont descendus avec de légères gelures et de la frayeur. Plus tard, ils ont envoyé une lettre de remerciement, mais je me souviens encore de leur regard lorsque je les ai trouvés dans la neige, le regard de personnes qui ont perdu tout espoir. Ce soir-là, lorsque je suis rentré chez moi, je suis resté longtemps assis près de la cheminée. Sarah a apporté du café chaud et s'est assise à côté de moi en silence. Elle savait que, parfois, les mots ne sont pas nécessaires. La taïga m'a rappelé une fois de plus qu'ici, on ne peut pas baisser la garde une minute, surtout lorsque la vie d'autres personnes dépend de vos actions. Cette histoire s'est produite récemment, au printemps 2012. Elle m'a montré que même après 10 ans de travail en tant que garde-chasse, la taïga peut vous donner une leçon dont vous vous souviendrez toute votre vie. La neige commençait tout juste à fondre, laissant apparaître l'herbe de l'année précédente. Les ours sortaient de leur hibernation et c'est toujours le moment le plus dangereux. Affamés et irrités, ils peuvent être extrêmement agressifs. Cet après-midi-là, je suivais mon itinéraire habituel lorsque j'ai remarqué un comportement étrange de la part des oiseaux. Ils tournaient en rond au-dessus d'un point et poussaient des cris stridents. En me rapprochant, j'ai entendu des grognements et des bruits sourds. Le bruit provenait du ravin. En m'approchant prudemment du bord, j'ai vu un jeune grizzly en train d'attaquer furieusement quelque chose à la base d'un vieil épicéa. En regardant de plus près, j'ai réalisé qu'il s'agissait de la tanière du vieux Gray, l'ours que j'avais rencontré le premier jour. Gray avait vieilli au fil des ans. Il était encore fort, mais le jeune ours le surpassait en vitesse et en fureur. Je pouvais voir le sang sur la fourrure grise du vieil ours. Il était clairement en train de perdre ce combat. Normalement, nous n'intervenons pas dans de tels conflits. C'est la loi de la nature. Mais Gray n'était pas seulement un ours, il faisait partie de cette forêt, mon vieux voisin. Je savais ce qu'il fallait faire. J'ai sorti ma fusée éclairante et j'ai tiré en l'air. Le son a résonné dans le ravin. Le jeune ours s'est figé, puis a reculé à contre-cœur. Ce n'était pas un lâche, mais il ne voulait pas non plus se frotter à une nouvelle menace. Jetant un dernier regard à Gray, il disparut dans les bois. Gray se redressa lourdement sur ses pattes. Ses mouvements étaient lents, mais le même feu brûlait dans ses yeux qu'il y a 10 ans. Il m'a regardé, et à ce moment-là, quelque chose s'est passé. C'était comme si un cercle s'était refermé. Le premier jour, il avait décidé de m'accepter, maintenant je l'aidais. Nous étions quittes. « Repose-toi, mon vieux, lui dis-je doucement. Ta maison est en sécurité. » Il renifla comme il l'avait fait lors de notre première rencontre et disparut lentement dans sa tanière. J'ai vérifié l'endroit pendant quelques jours encore, mais le jeune ours n'est pas revenu. Et Gray. Il vécut un autre été, mais au printemps suivant, sa tanière était vide. Telle est la vie dans la taïga. Il n'y a pas de place pour la sentimentalité, mais il y a de la place pour le respect. Chaque animal, chaque arbre, chaque pierre, tout cela fait partie d'un même ensemble. Et notre tâche, celle des gardes-chasse, est de préserver cet équilibre, de faire partie de cet ordre ancien. Cela fait plus de 10 ans que je parcours ces sentiers. Pendant cette période, beaucoup de choses ont changé. Mes enfants ont grandi, ma barbe est devenue grise, de nouvelles cicatrices et rides sont apparues. Mais une chose est restée inchangée. Mon amour pour cette terre rude et le sentiment d'en être responsable. Les gens me demandent souvent si je regrette ma décision de devenir garde-chasse. Surtout lorsqu'ils apprennent que je pourrais maintenant vivre dans une grande ville, travailler au bureau du service de secours et toucher un bon salaire. Mais je réponds toujours la même chose. Chaque personne doit trouver sa place dans la vie. Et j'ai trouvé la mienne, ici, parmi les sapins séculaires et les sommets enneigés. Sarah me comprend comme personne d'autre. Lorsque je rentre à la maison après une dure journée, elle pose une tasse de café chaud devant moi et écoute mes histoires. Les plus jeunes demandent aussi de plus en plus souvent à m'accompagner dans mes tournées. J'imagine que les gènes font leur effet. Qui sait, peut-être que l'un d'entre eux portera un jour l'uniforme de garde-chasse. En attendant, je continue mon travail. Chaque matin, en partant sur la route, je sais que cette journée peut apporter n'importe quoi. Une rencontre avec un animal sauvage, le sauvetage d'un touriste égaré ou une collision avec quelque chose d'inexplicable. Mais c'est ce qui fait la beauté de mon travail. Ici, dans la taïga, chaque jour est une nouvelle histoire,
une nouvelle leçon, un nouveau rappel de notre petitesse face à la nature. Et vous savez quoi ? Je n'échangerai cette vie pour rien d'autre. Chers amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié ces histoires de la vie d'un garde-chasse d'Alaska, soutenez notre chaîne, mettez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles histoires des profondeurs de la nature sauvage. Votre avis m'intéresse beaucoup. Partagez vos pensées dans les commentaires ou peut-être avez-vous, vous aussi, des rencontres étonnantes avec des animaux sauvages dont vous aimeriez nous parler. Rendez-vous dans les prochains numéros.